Bonjour à tous et bienvenue pour la lecture de ce petit album sur Marie Curie. Un album écrit par Maria Isabel Sanchez Vegara et illustré par Frau Isa. C'est édité aux éditions Petite et Grande. Quand elle était petite, Marie s'était fait une promesse, celle de devenir une scientifique plutôt qu'une princesse. Bonne élève, elle termina sa scolarité avec une médaille d'or, qu'elle conserva dans un tiroir comme un véritable trésor. Pour continuer à étudier, la jeune Marie dut quitter la Pologne, son pays. Là-bas, les femmes ne pouvaient pas aller à l'université, c'était interdit. À Paris, Marie devint très vite la meilleure de l'université. Et pourtant, elle ne parlait pas très bien le français. Un jour, Marie rencontra Pierre, et, étrange coïncidence, tous deux étaient amoureux de la science. L'amour grandit aussi entre Pierre et Marie, et bientôt, ils devinrent Monsieur et Madame Curie. Dans leur laboratoire scientifique, les jeunes mariés découvrirent le polonium et le radium, deux éléments chimiques. Pour ces découvertes, le prix Nobel leur fut décerné. Marie était la première femme à être ainsi récompensée. Un jour, Pierre mourut dans un terrible accident, et la pauvre Marie se retrouva seule brutalement. Malgré son chagrin, Marie continua à travailler. Elle reçut un second prix Nobel bien mérité. Les découvertes de Marie furent utilisées en médecine et guérirent plus de soldats que tous les cachets d'aspirine. Une fois la guerre terminée, Marie dirigea un institut parisien et aida de nombreuses filles à trouver leur chemin. Elle leur apprit surtout qu'il ne faut pas avoir peur de suivre ses rêves et d'écouter son cœur. Rosa Parks, de Lisbeth Kayser et Martha Antego. Rosa grandit en Alabama, au sud des États-Unis, avec ses grands-parents, sa mère et son frère. C'était une petite fille sage mais fière, qui détestait l'injustice et l'hypocrisie. Les grands-parents de Rosa lui racontèrent qu'il y a longtemps, tous les gens à la peau noire ne pouvaient pas vivre librement. Ils devaient travailler pour un maître qui les battait souvent. L'esclavage était aboli aux États-Unis depuis plus de 50 ans. Mais les Noirs, comme eux, n'étaient pas égaux aux Blancs. Ils étaient peu respectés et même rejetés, malheureusement. Tous les jours, Rosa regardait passer le bus qui emmenait les enfants blancs à l'école. Pour elle, il ne s'arrêtait jamais.
pour aller dans la seule école réservée aux enfants noirs, elle devait marcher et se lever tôt pour ne pas être en retard. Rosa trouvait cela injuste car elle était une personne normale, aussi respectable qu'une autre et qui ne faisait aucun mal. Elle ne manquait pas de le répéter à tous ceux qui osaient l'ennuyer. Quand Rosa travailla en ville, elle fut souvent blessée, car noir et blanc ne pouvaient pas se mélanger. Même à la fontaine publique, ils étaient séparés. Parce qu'elle était noire, elle devait respecter des règles particulières. Elle pouvait monter dans le bus, mais elle devait s'asseoir à l'arrière. À 20 ans, Rosa tomba amoureuse de Raymond et l'épousa. Lui se battait déjà pour que les Noirs aient enfin des droits. Bientôt, Rosa le rejoignit dans son combat. Même s'il lui arrivait parfois d'être désespérée, elle apportait son aide aux Noirs humiliés et exigeait qu'on entende enfin leur voix. Un jour, un chauffeur de bus demanda à Rosa de se lever. Un blanc exigeait sa place et elle devait la lui laisser. Mais elle en avait assez d'obéir à des règles sans raison. Elle ne bougea pas et se contenta de répondre « non ». Rosa fut emprisonnée, mais elle n'avait pas peur. Rien n'arrêterait son combat qui lui tenait tant à cœur. Quand elle rentra chez elle, elle décida avec ses amis et sa famille qu'ils devaient continuer à se battre, même si leur lutte était difficile. Partout, les Noirs apprirent que Rosa avait été arrêtée, et tous déclarèrent eux aussi qu'ils en avaient assez. Ils ne prirent plus le bus en ville et ils s'organisèrent en famille. La plupart se déplaçaient à pied pour aller au travail ou au marché. Rosa arpenta tout le pays, de New York à San Francisco, pour convaincre les gens que noir et blanc étaient égaux. Au bout d'un an, la Cour suprême lui donna raison et déclara mettre fin, dans le bus, à la ségrégation. Après ces événements, vivre en Alabama devint dangereux pour Rosa. Pour continuer à lutter avec ses frères noirs, elle partit pour Détroit. Avec ses amis, elle organisa des manifestations pour obtenir la fin de toutes les discriminations. Même plus tard, quand ses efforts furent récompensés, Rosa n'oublia jamais d'où elle venait, ni qui elle était. Juste une personne normale, qui ne faisait aucun mal. Texte de Isabelle Sanchez Vegara, publié aux éditions Kiman sous la collection Petite et Grande. La petite Frida naquit à Coyoacán, au sud de Mexico. Ses parents s'appelaient Mathilde et Guillermo Calo. À l'âge de 6 ans, Frida fut atteinte d'une grave maladie qui affaiblit l'une de ses jambes et la fit boiter toute sa vie. Mais Frida était une petite fille très vaillante. Quelque chose de fort en elle la rendait différente. Un jour, son autobus eut un terrible accident et la vie de Frida changea brutalement.
Pendant de nombreux mois, elle dut rester alitée, et sa seule distraction était de dessiner ses pieds. Frida finit par faire installer un miroir au plafond et peindre des autoportraits devint vite sa passion. En s'exerçant beaucoup, Frida finit par faire de grands progrès et voulut connaître l'opinion d'un peintre renommé. Quand il rencontra Frida, Diego Rivera fut bouleversé, peut-être plus par sa beauté que par ses portraits. Très différents, mais partageant l'essentiel, ils vécurent une histoire d'amour passionnelle. Dans ses tableaux, Frida racontait tout ce qu'elle vivait, ses joies, ses peines, et surtout le handicap dont elle souffrait. Quand vint le jour de sa première exposition, ses portraits étranges et touchants firent sensation. Le talent de Frida fut reconnu dans le monde entier, de même que son immense courage et sa ténacité. Retenons la belle leçon que nous offre Frida Kahlo. Même dans la maladie, la vie nous réserve des cadeaux. Viva la vida! Frida Kahlo. Anne Frank, Isabelle Sanchez Vegara, aux éditions Kiman, collection Petit Écran. Anne naquit en Allemagne un jour de printemps. Elle vivait heureuse, comme beaucoup d'enfants, aux côtés de sa mère Edith, de son père Otto et de sa sœur aînée qui se prénommait Margot. Elle avait 4 ans quand Hitler arriva au pouvoir. Il détestait les Juifs, était cruel et avait l'âme noire. Pour échapper aux nombreuses persécutions, la famille d'Anne fuit à Amsterdam, aux Pays-Bas, où les Juifs vivaient dans de meilleures conditions. Pendant plusieurs années, rien ne leur arriva. Mais un jour, les nazis envahirent le pays. Les Juifs furent alors en grand danger. Jeunes ou vieux, tous durent désormais porter une étoile jaune sur leurs habits. Le jour où la petite Anne fêta ses 13 ans, elle se vit offrir un carnet par ses parents. Passionnée depuis longtemps par la lecture, elle découvrit aussi les joies de l'écriture. Dans son journal, elle raconta la peur de se faire arrêter et comment sa famille se cacha dans un appartement secret. Le plus difficile était de rester enfermée et de ne pas parler, car jusqu'à la fin de la guerre, aucun bruit ne devait filtrer. Pour s'occuper, Anne écrivait du matin au soir. Devenir écrivain, c'était son plus grand espoir. Mais un jour, la famille Frank fut repérée. Les policiers l'emmenèrent dans un camion. Anne abandonna son carnet et ses crayons sur le plancher de l'appartement secret.
Les soldats nazis les envoyèrent dans un camp sans aucune explication et sans ménagement. Entassés dans un train, ils mirent 3 jours à arriver dans l'endroit le plus horrible qui ait jamais existé. Seul, Otto, le père d'Anne, fut sauvé et découvrit le journal intime que sa petite fille avait écrit. Il décida de le publier comme Anne l'aurait souhaité. Le monde entier devait savoir ce que les nazis avaient fait. C'est ainsi que le journal d'Anne révéla au monde ce terrible drame. Tu le liras sans doute plus tard, en hommage à sa mémoire. Isabelle Sanchez Vegara, aux éditions Kiman, collection Petit et Grand. Coco Chanel, texte d'Isabelle Sanchez Vegara, aux éditions Kiman, de la collection Petite et Grande. Voici l'histoire de la petite Gabrielle qui deviendra plus tard Coco Chanel. À l'orphelinat, les religieuses ne l'aimaient guère et la trouvaient différente des autres pensionnaires. Coco avait en effet un don particulier et seule la couture la passionnait. La journée, Coco cousait et le soir, elle chantait. Mais la nuit, c'est de tissus et de motifs qu'elle rêvait. Un jour, Coco offrit un chapeau à une amie. Il ne ressemblait à aucun autre dans tout Paris. Chapeau après chapeau, Coco ouvrit sa propre boutique. Très vite, les femmes furent séduites par son style unique. À l'époque, avec leurs robes à froufrou et leurs corsets serrés, les dames ne pouvaient ni manger, ni s'asseoir sur un canapé. Coco décida de passer à l'action pour les libérer. Pour attirer l'attention, elle misa sur la simplicité. Arriva enfin le jour de son tout premier défilé. Certaines spectatrices furent très choquées. Mais Coco prouva que les femmes étaient élégantes, sans froufrou, ni paillettes scintillantes. Aujourd'hui, le monde entier se souvient de la petite Gabrielle comme celle qui fut la grande styliste Coco Chanel. Coco Chanel. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui Mère Teresa aux éditions Kiman, dans la collection Petite et Grande. Ce livre a été écrit par Isabelle Sanchez Vegara et illustré par Natacha Rosenberg. Mère Teresa. Petite Agnès vivait à Skopje avec ses parents, son frère et sa sœur. Toujours prête à rendre service, elle avait un très grand cœur. Agnès était une petite fille généreuse et très pieuse, déjà. Plus tard, elle deviendra la grande Sainte Teresa de Calcutta. Un jour, dans sa paroisse, Agnès fut bouleversée par l'incroyable récit d'un prêtre missionnaire. La petite fille se mit à rêver de partir à l'étranger et d'accomplir des missions humanitaires. Pour réaliser son rêve de petite fille, Agnès décida de quitter sa famille. Bien loin des siens et de sa maison, elle partit rejoindre une mission. C'est dans un couvent en Irlande que la jeune Agnès arriva. Et en devenant nonne, elle choisit le prénom
de Teresa. Mère Teresa embarqua sur un navire vers une lointaine destination. En Inde, elle eut la joie de découvrir une merveilleuse population. Pendant 20 ans, elle fut professeure et éduqua des enfants avec tout son cœur. Attristée par le sort des plus démunis, elle souffrait de les voir vivre ainsi. Un jour qu'elle faisait dans la rue sa tournée, elle vint en aide à un pauvre allongé. C'était une femme esseulée, dont personne ne se souciait. Rejointe par 12 de ses anciennes élèves, elles créèrent une communauté. Vêtues d'un sari blanc et bleu, elles s'appelaient les missionnaires de la charité. Elles créèrent un hôpital à Calcutta, dans l'enceinte d'un vieux temple hindou, pour accueillir avec le sourire ceux qu'on rejetait partout et qui venaient pour des soins ou un repas. Des personnes du monde entier rejoignirent Mère Teresa pour créer des hôpitaux, des écoles et des orphelinats. Mère Teresa reçut de nombreuses récompenses, dont la plus prestigieuse, le prix Nobel de la paix. Elle lutta toute sa vie pour éveiller les consciences et aider les pauvres, les orphelins et les opprimés. Mère Teresa nous a laissé une recette pour rendre le monde meilleur. Si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais-en de petites avec ton cœur. Et voilà, c'était l'histoire de Mère Teresa. Joséphine Baker de Agathe Sorlet et Maria Isabel Sanchez Vegara. Bienvenue dans le monde de la danse, de la musique, du rythme en folie. À Saint-Louis, aux États-Unis, où elle est née dans une famille défavorisée, la petite Joséphine dansait pieds nus car elle n'avait pas de souliers. C'était une petite fille joyeuse et active. Et pour les pas de danse, elle était très créative. Très tôt, elle remarqua que les blancs et les noirs vivaient séparément. Ils n'étaient pas soumis aux mêmes règlements. Très jeune, Joséphine rêva de voir du pays et de quitter sa ville natale du Missouri. Elle rejoignit un trio d'artistes de rue, puis se produisit dans des revues. Joséphine tenta sa chance à New York et obtint un rôle du jour au lendemain dans un théâtre de music-hall. Elle comprit qu'elle ne pouvait réussir aux États-Unis face à une société marquée par la ségrégation. Joséphine décida de tenter sa chance à Paris, où elle pourrait vivre pleinement sa passion. Arrivée en France, elle se sentit immédiatement mieux traitée, malgré la couleur de sa peau dont personne ne se souciait. En dansant le Charleston, Joséphine fit un triomphe à Paris, puis le reste de la France et de l'Europe fut également conquis. De spectacle en spectacle, sa notoriété grandit, comme sa collection d'animaux de compagnie. Des chats, des chiens, et même un léopard et un chimpanzé. Son cœur était plein d'amour à donner. Au cinéma, Joséphine put exercer ses nombreux talents. Elle fut la première actrice noire que l'on vit sur grand écran. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, elle rejoignit la résistance, se battant pour la liberté et l'égalité une partie de son existence. Elle cachait des documents secrets dans ses partitions et organisait ses concerts en fonction de ses missions. Joséphine adopta 12 enfants du monde entier, garçons et filles de tous âges qu'elle éleva dans la paix. Avec sa tribu arc-en-ciel, comme elle l'appelait affectueusement, elle montrait que l'on pouvait vivre ensemble en étant différents. Joséphine avait deux amours, son pays et Paris. Elle retourna donc aux États-Unis. Elle continua son combat pour la liberté, rejoignant Martin Luther King dans sa lutte pour l'égalité. Aujourd'hui, le monde est un peu meilleur car des hommes et des femmes ont lutté. La perle
Perle Noire, comme on l'a surnommé, y a contribué grâce à son